C'est le destin d'une petite fille que nous allons vous raconter maintenant. Un destin qui se brise en mars dernier. Elle a 12 ans, elle se suicide alors qu'elle essaie depuis des mois de passer illégalement aux États-Unis pour retrouver ses parents. Ils sont près de 11 millions de sans-papiers à vivre et travailler dans l'ombre en Amérique. Le président Obama vient de décider la semaine dernière de régulariser 5 millions d'entre eux. L'été dernier, c'est l'afflux d'enfants qui déborde les autorités. 120 mineurs par jour venus du Honduras, du Guatemala et du Salvador tentent de franchir la frontière entre le Mexique et l'État du Texas, comme Noémie. C'est son histoire que nous allons vous raconter maintenant avec Christian Autain et Laura Aguirre de Carcer. Il viendra ensuite témoigner sur notre plateau. C'est un voyage dans les pas d'une petite fille. Un voyage qui commence en Équateur. Dans ses villages, dans ses maisons, derrière ses portes, l'absence s'est invitée. Ici vivent 4 cousins, seuls. Ils ont appris à se débrouiller depuis que leurs pères et leurs mères sont partis. Il y a Sarah, la plus grande, 18 ans, les 2 Benjamins, Léonella, 12 ans, Israël, 11 ans, et Franklin, 16 ans. Depuis peu, l'absence s'est encore agrandie. Cette fois, c'est un enfant qui manque à l'appel, Noémie. Sarah veut nous montrer un souvenir qu'elle garde précieusement. Une photo de Noémie, sa cousine. C'est moi qui l'ai emmené prendre cette photo. C'est la seule photo que j'ai d'elle. Ma grand-mère en a d'autres. Depuis la naissance, on vit ensemble. C'était comme ma sœur. En février dernier, Noémie les a quittés pour rejoindre ses parents aux États-Unis. On a changé la disposition du lit, à présent il est en bas. Elle dormait où? Elle dormait ici. Maintenant c'est la petite dernière qui est là. Noémie n'est jamais arrivée aux États-Unis. Quelqu'un est venu en pleurs pour me dire qu'elle était morte. Je ne pouvais pas y croire ce soir-là. Mais ensuite, quand son cercueil est arrivé, c'était trop dur. La voir morte, c'était quelque chose d'affreux. Noémie avait 12 ans. Elle a été retrouvée pendue dans un foyer au Mexique. Elle s'est suicidée. Sa mort a soulevé une vague d'émotions et braqué les regards sur ces enfants de plus en plus nombreux qui tentent de franchir seuls la frontière vers les États-Unis. Noémie a parcouru plus de 7000 km. Qu'a-t-elle vécu pendant ce trajet? Qui l'a convaincue de partir de chez elle? Qui l'a accompagnée? Des passeurs? Des trafiquants? Était-ce son rêve de rejoindre ses parents ou celui d'adultes qui en font un commerce? Nous sommes dans la petite ville d'El Tambo, au sud de l'Équateur. Noémie a grandi ici. Comme nous, elle a dû croiser ces visages d'adultes. Beaucoup d'autres sont partis travailler aux États-Unis, clandestinement, comme ses parents. Son père a quitté le pays avant même sa naissance, sa mère quelques mois plus tard. Ils n'ont jamais revu Noémie, mais sont restés en contact. C'est sa maman. À New York, les parents ont construit une nouvelle vie. La mère est esthéticienne, le père maçon. Ils ont eu un autre enfant, un garçon. Ils voulaient faire venir Noémie auprès d'eux. Elle ne voulait jamais parler avec ses parents, parce qu'ils ne parlaient que de ça, de son départ. Parfois, elle partait dehors quand ils appelaient. Elle se cachait pour ne pas avoir à leur parler. Moi, j'ai entendu un jour son père lui dire « Si tu ne viens pas, tu n'auras plus de nouvelles de moi et on ne t'enverra plus d'argent. » Et elle n'arrêtait pas de pleurer et disait qu'elle ne voulait pas partir.
qu'est-ce qui effrayait autant Noémie? Quitter ses cousins, son village? Affronter un si long voyage, seule? Son cousin Franklin nous emmène au cimetière. Elle est ici. Noémie a fini par céder à la volonté de ses parents. Et dans la famille, personne n'a osé s'y opposer. Ce sont les parents les responsables. Ils ne réfléchissent pas, ils ne pensent qu'à leur propre bonheur. Mais pourquoi eux, ils ne reviennent pas? Je sais bien que la vie est dure ici. Ils disent que la vie c'est mieux là-bas, mais c'est pas vrai. Tout ça c'est que des mensonges. Qui va organiser le voyage de Noémie? Les cousins vont nous apprendre que les parents ont payé 12 000 € pour faire venir leur fille jusqu'à New York. De l'argent donné à des passeurs qui vont accompagner l'enfant. Le départ est prévu pour le 5 février. Le rendez-vous est sur la place centrale d'El Tambo. C'est de là que partent les bus qui desservent tout le pays. Ce soir-là, Sarah accompagne sa cousine jusqu'ici. Toutes deux passent un long moment ensemble, le moment des adieux. Elle était apeurée, triste, beaucoup plus triste que d'habitude. Et elle pleurait. Maintenant, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas retenue? Pourquoi je ne l'ai pas prise par le bras et je ne lui ai pas dit, ne pars pas? Je n'ai pas réagi à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. Je le regrette, mais c'est trop tard. Sarah regarde sa cousine monter dans le bus, le cœur serré. Il est 22 h. Noémie commence son voyage seule. Pense-t-elle à son prochain rendez-vous? À cet inconnu qui l'attend à Quito, la capitale? C'est son premier passeur. C'est avec lui qu'elle va franchir la frontière avec la Colombie. En un mois, elle traverse 7 pays avec 4 ou 5 trafiquants différents avant d'atteindre Ciudad Juárez, au Mexique. Au total, 7000 km. Où Noémie mange-t-elle? Où dort-elle pendant ce trajet? Difficile de reconstituer tout son périple. Quand elle arrive à Ciudad Juárez, cela fait 4 semaines qu'elle a quitté ses cousins. Elle doit transiter par cette ville frontière, territoire des cartels de la drogue. Nous avons retrouvé la trace du dernier passeur qui l'a prise en charge. C'est à Anapra, un quartier déshérité, connu pour abriter des petits réseaux de trafiquants. Au bout d'un chemin de terre, voici la dernière maison où elle a été hébergée. Por favor, señora. Une femme, Maria Isabel, nous accueille sous bonne garde. Attention au chien, celui-là il mord. Passez, passez. Noémie a donc traversé cette cour, croisé ses chiens et rencontré Maria Isabel. Celle-ci se souvient très bien de la petite équatorienne. Son mari l'a ramenée à la maison en lui disant qu'un homme la lui avait confiée dans la rue. La fillette est restée ici à peine 24 heures. Elle avait l'air d'avoir peur. Elle avait l'air effrayée, stressée, nerveuse. À quoi ça se voyait? Elle se rongeait les ongles. Moi, je me suis dit, oh là là, dis donc, elle a l'air stressée, la gamine. Elle a dormi ici, la petite. Est-ce qu'elle parlait? La fille, elle n'a rien dit. Elle était ici, mais elle n'a pas dit un mot. Quand je lui parlais pour qu'elle mange, elle mangeait à peine, par petits bouts. Vous vous rendez compte? Je ne sais même pas comment elle s'appelait. Aujourd'hui, son mari est en prison, accusé de trafic d'êtres humains.
On dit que votre mari allait faire passer Noémie aux États-Unis. Non, lui, non. Absolument pas. Vous avez vu ce qu'ils ont dit? Qu'il avait reçu je ne sais plus quelle quantité d'argent. Mais rien de rien. Nous, la gamine, on lui a payé à manger de notre poche ce qu'elle a mangé. Parfois, on pense rendre service aux gens. Et voilà. Son mari est arrêté avec Noémie à quelques centaines de mètres d'ici lors d'un banal contrôle. Il circulait en voiture sur cette route. La petite équatorienne est alors placée dans un foyer des services sociaux mexicains, la Casa de Esperanza, la maison de l'espoir. La police se rend sur place pour l'interroger. La suite, c'est le chef des enquêteurs qui nous la raconte. La petite fille nous répond que l'homme n'a rien à voir avec son père ou sa famille et que la seule chose qu'elle sait, c'est qu'il est censé l'accompagner pour la faire passer aux États-Unis. Et c'est là que l'on se rend compte que c'est un trafiquant. À cet instant, les policiers ne connaissent pas l'identité de Noémie. Elle nous a dit qu'elle venait du sud du Mexique. Et jamais elle ne nous a dit qu'elle venait de l'Équateur. Elle nous a indiqué que ses parents habitaient à New York, mais sans nous donner leur nom. Et elle ne nous a donné que le prénom de ses grands-parents. Donc nous n'avions aucune certitude sur sa nationalité. 4 jours après l'arrestation du passeur, Noémie est toujours placée à la maison de l'espoir. Ses parents, ses cousins, personne dans sa famille ne sait où elle se trouve. Walter, un des employés, nous accueille. Pour la première fois, une caméra est autorisée à filmer à l'intérieur. Ici, nous aidons les pères et les mères d'enfants célibataires en difficulté. Ce sont les escaliers pour aller au dortoir des filles. Et en ce moment, on n'a que des filles. Noémie dort dans cette chambre. Elle se mure dans le silence et reste à l'écart des autres enfants. Ici, personne ne semble mesurer sa grande détresse. Un mardi, à l'heure du déjeuner, elle s'enferme dans la salle de bain. Ici, c'est la salle de bain des filles, les douches pour les filles, et c'est là que ça s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je peux pas vous le dire. Vous ne pouvez pas me répondre? Non, 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 je peux pas parce qu'il y avait... C'est ici que Noémie s'est pendue. Six mois plus tard, le malaise ne s'est pas dissipé. Nous avons retrouvé un témoin du drame. C'est un médecin. Elle travaille à la Maison de l'Espoir. Elle accepte de nous rencontrer loin du centre. C'est elle qui a découvert Noémie. Au moment où on a ouvert la porte, la première chose que j'ai vue immédiatement, c'est qu'elle était accrochée au rideau de douche. Moi, j'ai essayé d'enlever le rideau qu'elle avait noué autour du cou et j'ai essayé de la sauver. Pendant 15 minutes, on a essayé de la réanimer, mais elle est restée comme ça, c'est tout. C'est tout ce que je peux vous dire. Ce que je ressens, c'est qu'elle était tellement désespérée. Je ne sais pas pourquoi elle a fait ça, ce qu'elle pensait à ce moment-là, pourquoi elle a décidé de faire ça, mais son malheur devait être immense. Et maintenant, il faut que je parte. Quel traumatisme Noémie a-t-elle subi? Son autopsie n'aurait révélé aucune trace de violence ni d'abus sexuels. Au Mexique, les enfants comme Noémie sont devenus des cibles pour les cartels, les organisations criminelles.
À côté du trafic de drogue, celui des enfants est en plein essor. Un homme va nous en révéler le fonctionnement. Il travaille pour l'une des 2 organisations criminelles de Ciudad Juárez. Ce passeur, nous l'appellerons Carlos. Son réseau n'a pas pris en charge Noémie, mais des centaines d'autres enfants comme elle. Je suis un coyote. C'est comme ça qu'on nous appelle, nous, les trafiquants de clandestins. Quelle est la différence pour vous entre les enfants et les adultes? C'est plus cher pour les mineurs. On prend 800 € de plus que pour un adulte. Au total, on fait payer 3200 € pour un enfant parce que c'est un risque plus important. Si les gardes frontières américains arrêtent les passeurs, ils risquent une peine plus lourde pour avoir fait traverser un gamin. 3200 €, c'est uniquement le tarif pour franchir la frontière entre Ciudad Juárez et El Paso, Texas. Cela représente un quart du prix total d'un voyage comme celui de Noémie. Carlos nous conduit à un des points de passage où ces hommes font traverser les clandestins. On passe parfois par là. On fait monter les gens là. On fait le tour par là-haut. Et là, on arrive au pont ferroviaire. On passe par les voies du train. Les caméras de surveillance te détectent. Alors tu te mets toujours dans cette position pour déjouer les gardes frontières. Avant d'arriver jusque-là, il faut 2 heures de marche à travers la montagne. Carlos prépare les enfants pendant une semaine, physiquement et mentalement. À tous, il leur donne la même consigne. Ne dis pas que tu es d'Amérique centrale, du Pérou ou d'Équateur. Tu vas dire que tu es de Veracruz, au sud du Mexique, ou de n'importe quel état du Mexique. Pourquoi? Parce que si les gardes frontières américains t'attrapent, ils ne te renverront pas dans ton pays d'origine, mais ici, au Mexique. Et nous, on sera là pour t'attendre. Je leur dis, pour rejoindre tes parents aux États-Unis, apprends tout ça par cœur. Sinon, on t'emmène pas. Pourquoi est-ce important? S'ils les renvoient dans leur pays, nous, on perd de l'argent. Le passage de la frontière est payé en 2 fois. Le solde n'est versé que si les clandestins arrivent à destination. Avant leur départ, les enfants sont cachés dans une de ces maisons, en hauteur, gardés par des hommes en armes. Selon Carlos, les passeurs prennent une autre précaution. Nous, on donne de l'argent aux autorités, à la police municipale, à la police d'État et la police fédérale. On les paye tous. Combien? Je ne sais pas en réalité, mais ce sont de gros montants. Pourquoi faire? Pour qu'ils ne nous arrêtent pas, pour qu'ils ne nous dérangent pas, pour qu'ils nous laissent travailler tranquilles et qu'on ait la paix. Cette activité rapporterait jusqu'à 120 000 € par semaine à son cartel. Les parents de Noémie savaient-ils ce qu'ils imposaient à leur fille? Nous avons réussi à joindre sa mère, à New York, 6 mois après le drame. En tant que mère, c'est une immense douleur. Nous autres, nous souffrons. C'est du passé. Et vous voulez encore parler de ça dans les journaux? Elle ne répondra pas à nos questions. 1 mois après sa mort, le corps de Noémie est rapatrié en Équateur. Toutes les chaînes de télévision équatoriennes diffusent des images de l'enterrement. L'histoire de cette petite fille bouleverse le pays. De l'émotion, mais aussi de la colère, celle du grand-père de Noémie. Elle est partie contre ma volonté. Je ne voulais pas qu'elle parte. C'est un crime, un délit. Payer pour faire passer une jeune fille, c'est vraiment mal. Une enquête est ouverte. Le grand-père va y participer. Il dénonce 2 habitants du village qui appartiendraient au réseau de passeurs. Victime de menaces, il doit quitter précipitamment sa maison avec sa femme. Tous 2 vivent maintenant sous protection policière dans un lieu tenu secret. Avec les cousins de Noémie, nous réussissons à le joindre au téléphone.
Vous savez, les responsables du village se sont réunis à la mairie et ils ont décidé de protéger les coyotes. En fait, ils en sont devenus les gardes du corps. Moi, je ne suis pas coupable, je suis la victime. Ils avaient dit qu'ils n'allaient pas prendre parti, mais en fait, si. Moi, je suis une victime. Ces passeurs, tout le monde les connaît ici. C'est un couple, une tante éloignée de Noémie et son mari. Franklin va nous montrer où ils habitent. Ils habitent là-bas, dans la maison à 3 étages. Et ils sont là en ce moment. Les passeurs habitent là, dans la maison d'en face? Oui, c'est là. C'est là qu'ils vivent en ce moment. Et tu habites en face de chez eux? Oui, c'est la maison d'un voisin. Mais ils s'y sont installés pour se cacher. Pour se cacher. Malgré un avis de recherche, la tante et son mari sont aujourd'hui libres de leurs mouvements. Sarah et ses cousins, eux, se sentent sous surveillance. Cette femme vient s'enquérir de la présence de notre caméra. Au même moment, un homme nous prend en photo avant de se diriger vers nous. Qu'est-ce que vous faites? C'est sur quoi? C'est un reportage sur les enfants qui partent. Tout a déjà été dit. Pourquoi en parler davantage? Pourquoi faire? Ça sert à rien. C'est pas une bonne chose. Sarah ne prononcera plus un mot jusqu'à ce que le couple s'en aille. Nous demandons à rencontrer les dirigeants du village. Le président de la communauté et ses 2 vice-présidents arrivent en délégation. Ils nous expliquent qu'ils rendent leur propre justice dans des tribunaux indigènes. Ils ont condamné la passeuse de Noémie à 5 ans de travaux d'intérêt général. Maintenant, cette personne est en train de travailler, d'exécuter sa peine. Et elle reste au sein de notre communauté. Elle est encore ici? Oui, elle est ici. Et vous ne trouvez pas que c'est une peine un peu légère? Non, pour nous, ce n'est pas la principale coupable. C'est même la moins coupable. Alors vous êtes en train de la protéger? Exactement, on la protège. Nous ne pourrons pas rencontrer cette femme. Grâce à l'argent de l'immigration clandestine, les passeurs imposent leurs lois jusque dans les villages. Ces dernières années, leur influence n'a cessé de grandir. À 30 km de là, un homme va nous le confirmer. Il a déclaré la guerre aux passeurs. C'est le procureur Guératé. Ce magistrat ne se déplace jamais sans son garde du corps. C'est lui qui dirige l'enquête sur l'affaire Noémie. Dans le cas de Noémie, chacun joue son rôle. Le rôle du couple qui habite le village, ça a été de convaincre les parents de Noémie pour leur dire que le trajet serait facile, leur promettre qu'il n'y aurait aucun problème jusqu'aux États-Unis. Il va même plus loin. Selon lui, l'été dernier, ce sont les réseaux de passeurs qui sont à l'origine de la grande vague de départ des enfants vers les États-Unis. Les trafiquants vont dans les campagnes. Ils créent ce besoin de réunification familiale. Ils insistent sur ce point, c'est la stratégie qu'ils utilisent. Les passeurs n'attendent plus qu'on vienne les chercher. Non, ils se déplacent dans les zones rurales pour offrir leurs services. Cette stratégie semble avoir fonctionné. Cette année, plus de 60 000 enfants ont rejoint les États-Unis illégalement, 2 fois plus qu'en 2013. Avant de quitter le continent américain, nous décidons de retourner à la frontière. Cette fois-ci, dans la ville de Nuevo Laredo, au Mexique. De l'autre côté du fleuve, c'est l'Amérique. Ici, l'été dernier, des dizaines d'enfants tentaient chaque semaine d'atteindre l'autre rive. Qu'en est-il aujourd'hui? Dans le centre de rétention pour mineurs de la ville,
il ne reste plus qu'une vingtaine d'enfants. José Luis est l'un d'entre eux. Comme Noémie, il a été arrêté avec son passeur. Comme elle, il vient d'Équateur. Mais lui voulait faire ce voyage pour rejoindre sa mère, serveuse sans papier à New York. Ce matin-là, c'est son dernier rendez-vous avec le psychologue. Bonjour Luis, comment ça va? Tu te souviens de la première fois? Comment tu étais à ton arrivée? Tu étais en larmes, ça a duré 1 heure, tu te souviens? Mon rêve, c'était de connaître ma maman et qu'elle s'occupe de moi. Que quand ça n'aille pas, elle puisse m'aider. Et comment tu te sens de ne pas avoir réussi à rejoindre ta mère? Je me sens parfois triste et parfois content de rentrer chez moi. Je suis ravi de t'avoir rencontré, Luis. José Luis va être expulsé vers son pays d'origine. Il ne retrouvera pas sa mère, qui est partie quand il avait 4 ans. Sous la surveillance d'un éducateur, il lui parle une dernière fois. Si, maman, j'ai bien compris tout ça. Oui, ma petite maman, donne-moi ta bénédiction. Ciao. Ma maman, elle pleurait. Et je lui ai dit qu'il fallait pas qu'elle pleure, qu'elle soit courageuse. C'est le moment des adieux pour José Luis. Eh, c'est pas ton père? Pourquoi tu lui fais ça? Un agent des services d'immigration l'attend pour l'escorter. Comment vas-tu? Tu es prêt? Tu as tout avec toi? Ton sac? Fais un bon voyage. Et que tout se passe bien pour toi. Allez, on va faire une petite promenade en avion. José Luis ne verra pas les États-Unis. Mais il rentre chez lui, sain et sauf. Le jeune garçon nous a confié qu'il était heureux de rentrer en Équateur auprès de ses grands-parents. Mais au moment de le quitter, nous n'étions pas sûrs qu'il renonce à son rêve, celui de rejoindre un jour sa mère. Laura, Christian, vous avez réalisé ce document ensemble, vous avez voyagé, enquêté au Mexique, en Équateur. Alors Christian, est-ce que le nombre d'enfants qui traversent clandestinement la frontière aujourd'hui entre le Mexique et les États-Unis, est-ce que ce nombre est toujours aussi important aujourd'hui ? Alors d'abord, cette information, 70 000 mineurs ont été appréhendés alors qu'ils tentaient de franchir illégalement cette frontière. C'est le double de l'année précédente. Aujourd'hui, cette année ? Pour cette année. Il faut savoir que c'est une crise humanitaire sans précédent qu'ont connu les États-Unis. Et parmi ces mineurs, la plus forte augmentation concerne les enfants de plus de 12 ans. Mais depuis que nous avons fait notre reportage, on a constaté une diminution du nombre d'enfants appréhendés. Par exemple, pour le mois de septembre, il y a eu, si je puis dire, seulement 2500 enfants appréhendés, c'est-à-dire 4 fois moins qu'au plus fort de la crise. On a retrouvé globalement le niveau d'il y a 2 ans, ce dont se félicite l'administration Obama. Alors comment expliquer cette baisse ? C'est principalement dû, si vous voulez, au renforcement de la protection des frontières et puis au message de fermeté des autorités américaines. Au mois de juillet dernier, la garde nationale a été déployée le long de la frontière et le président Obama a demandé aux dirigeants des pays d'Amérique centrale, là d'où viennent les clandestins, d'exhorter leurs concitoyens à ne pas tenter un tel voyage. Et Obama a rajouté que les clandestins seraient systématiquement renvoyés dans leur pays d'origine lorsqu'ils s'étaient appréhendés. Mais la raison, si vous voulez, de ce départ des enfants... des enfants vers massif des enfants, elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que c'est la misère, c'est la pauvreté et le désir de rejoindre leurs parents, comme on l'a vu dans le reportage. Cette raison, elle est malheureusement toujours là. Elle est toujours d'actualité. Toujours d'actualité. Alors Laura, en ce qui concerne Noémie, est-ce que l'enquête a progressé depuis la fin de votre tournage ?
Tout à fait, l'enquête avance. La semaine dernière, un homme a été appréhendé, un homme qui venait du village de Noémie. Il est soupçonné d'avoir participé à l'organisation du voyage de la jeune fille vers les États-Unis. Le procès devrait arriver dans quelques semaines, très prochainement, et les autorités équatoriennes veulent qu'il soit exemplaire. Tout à fait. Il faut savoir que les présumés passeurs encourent tout de même une peine de 16 ans de prison pour trafic illégal de migrants. Parce que cette affaire a beaucoup marqué l'opinion dans ce pays. Alors, il y a 8 jours exactement, Laura, le président américain Barack Obama a annoncé une mesure de régularisation exceptionnelle. Elle concernerait 5 millions de clandestins. Alors, quelles sont exactement les conditions de cette régularisation? Alors, ce décret s'adresse aux clandestins qui sont sur le territoire américain depuis plus de 5 ans, qui n'ont pas de passé judiciaire et dont les enfants sont nés sur le territoire. Alors attention, ce n'est pas pour eux l'obtention de la nationalité américaine. Tout à fait. C'est uniquement une régularisation temporaire pour 3 ans, mais c'est déjà un énorme soulagement pour tous ces clandestins qui pourront par exemple désormais travailler légalement. Mais alors pourquoi ce décret maintenant ? Alors, plusieurs raisons à cela. Elles sont la plupart du temps politiques. Vous dites décret, c'est donc pas une loi. Barack Obama, pourtant, a tenté à plusieurs reprises de faire passer une vaste loi sur l'immigration. Au Congrès, il a pour l'instant échoué. Il a donc décidé de passer un peu en force avec le décret. Alors, c'était une de ses promesses de campagne en 2008 et en 2012. Et on peut y voir un coup politique aujourd'hui, car les élections présidentielles s'approche, c'est maintenant dans 2 ans, et on le sait, le vote électoral, enfin le vote latino, est très important pour les démocrates, donc on peut y voir aussi un petit coup politique de dernière minute. Merci beaucoup à vous deux, merci Laura, merci Christian. Voilà, c'est la fin de cette émission. N'oubliez pas France2.fr pour vos commentaires et suggestions. Merci pour votre fidélité et à très vite. Notre prochain rendez-vous, c'est samedi à 14 h pour Mon Envoyé spécial. Vous avez voté et choisi de revoir Toute ma vie sur Internet. Un reportage sur les conséquences de la navigation sur le web, les traces qu'on y laisse, sa réputation et la protection des données personnelles. Avec Françoise, nous répondrons à vos très nombreuses questions. Jeudi prochain, pas d'envoyé spécial. C'est l'émission politique de la rédaction, des paroles et des actes. La soirée d'information continue sur notre chaîne. Tout de suite, c'est complément d'enquête. C'est à vous, Nicolas Poincaré.